7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le pouvoir d'achat et les salaires étaient au cœur de la mobilisation nationale d'hier, avec une inflation entre 5 et 6%. Des salaires qui, selon les estimations, devraient connaître une hausse entre 2 et 3% l'année 2022 dans le secteur privé. Eh bien, la pression monte côté porte-monnaie, côté entreprise, actifs, retraités, étudiants. Quelles sont celles et ceux qui sont le plus impactés par l'inflation parmi les actifs? Quelles catégories socio-professionnelles ont le plus perdu de pouvoir d'achat? Bonjour Sandra Ouabian, Bonjour. vous êtes directrice générale du Crédoc. Alors, qui sont les Français qui sont aujourd'hui le plus impactés par l'augmentation des prix? Alors, il y a tout d'abord les bas revenus et les classes moyennes inférieures qui étaient déjà dans des équilibres contraints financièrement, donc qui sont touchés en premier lieu puisque leur budget est beaucoup constitué de dépenses contraintes, dont les dépenses de logement et les dépenses d'énergie qui ont beaucoup progressé et les dépenses d'alimentation qui sont aussi en train d'augmenter très fortement. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres catégories comme par exemple les foyers monoparentaux, les familles avec enfants, les personnes qui habitent en zone rurale, les jeunes. Voilà, donc là, on a à peu près les grandes catégories de population qui sont les plus touchées par l'augmentation des prix. Et on imagine que, s'agissant donc d'une hausse notamment des produits alimentaires, plus les ménages sont modestes, plus ce sont ces ménages justement qui ont aujourd'hui des difficultés pour boucler leur fin de mois. Exactement. En fait, chez les ménages les plus modestes, la part des dépenses contraintes, c'est à peu près 40%. Donc c'est quand même vraiment très important. Et là, avec l'augmentation des prix de l'énergie et l'augmentation des prix de l'alimentation, ils sont dans des situations qui sont vraiment très, très compliquées. On a notamment, dans les enquêtes du Crédoc, on voit qu'il y a un sentiment de restriction par rapport à l'alimentation qui progresse beaucoup. Et notamment des gens qui disent qu'ils n'arrivent plus à manger aussi diversifié que ce qu'ils pouvaient faire par le passé. Et puis également une progression des personnes qui nous disent qu'ils ont des difficultés à payer leurs charges d'électricité, de gaz, donc qui est assez notable puisqu'on passe de 10% à 18% en un an. Alors justement, est-ce qu'on peut chiffrer la hausse des produits alimentaires et est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui quel est le pourcentage supplémentaire qu'il faut affecter au budget alimentation, Sandra Ouabian? Là aussi, j'imagine que ça dépend en fait des modes d'alimentation. Oui, bien sûr. Alors, tous les indices qu'on calcule sont toujours calculés en moyenne et donc ils reflètent pas forcément la diversité des modes de vie. Mais en moyenne, il y a quand même une augmentation de 10% des prix dans les supermarchés sur l'alimentation sur un an. Donc, c'est vraiment conséquent. Et l'INSEE prévoit que ça devrait continuer à progresser, notamment parce qu'il y a une diffusion en fait de l'augmentation des prix de l'énergie sur les prix de l'alimentation. Alors si on retient cette augmentation des prix, cela signifie qu'il va y avoir d'autres postes de dépenses qui vont être nécessairement impactés et les gens vont se restreindre sur un certain nombre de choses. À quoi peut-on penser dans ce contexte, Sandra Ouabian? Alors, d'autres postes, oui et non. Ça dépend des catégories sociales. Donc, les classes moyennes... Je parle des classes les moins favorisées. Alors, les classes les moins favorisées, elles n'ont pas tellement de marge de manœuvre financière. Donc, ce n'est pas tellement d'autres postes qu'elles vont supprimer, c'est plutôt qu'elles vont renoncer, par exemple, à se déplacer. Donc, il y a une augmentation de la proportion de Français dans ces catégories qui vont éviter de sortir pour les loisirs, de prendre leur voiture. Et également, ils vont se restreindre sur le chauffage, essayer de baisser la température, retarder un petit peu le moment où on l'allume. Et puis, je vous disais tout à l'heure, réduire la diversité alimentaire pour essayer d'être sur des produits qui vont être un petit peu moins chers. Donc là, on est plutôt sur des efforts qui sont dans le dur, si je puis dire. Et si on essaye de définir cette fois-ci les classes moyennes, ces classes-là, comment sont-elles impactées, là aussi, désolé pour ce verbe, comment sont-elles impactées par l'évolution du pouvoir d'achat, l'augmentation du prix, notamment de l'alimentation, de l'énergie? Alors, elles sont impactées, elles, davantage sur les restrictions en matière de loisirs. Donc là, on va jouer sur ce qui faisait un petit peu le sel de la vie, les petites dépenses qu'on pouvait s'accorder, le départ en vacances, les sorties au restaurant, différents types de loisirs sur lesquels on va rogner. Et puis après, toutes les dépenses aussi d'équipement du foyer, d'habillement, tout ce qui en fait sont des dépenses sur lesquelles on a un petit peu de marge de manœuvre.
Et là, vous voyez par exemple les budgets habillement diminuer. Est-ce qu'on a déjà vu des conséquences sur ce secteur, sur d'autres secteurs, qui sont des secteurs sur lesquels on peut rogner, Sandra Ouabian? Alors oui, le secteur de l'habillement, il est en perte de vitesse depuis longtemps, en fait, depuis une quinzaine d'années. Et donc Donc c'est là, pas une nouveauté. c'est pas une nouveauté, mais ça s'accélère. Vous l'avez dit tout à l'heure, là, il y a des enseignes qui ferment, on l'entend aussi. Donc alors après, on peut se dire aussi que tout n'est pas forcément très grave. Peut-être qu'il y a aussi comment dire, des armoires qui sont bien remplies parfois et qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'acheter davantage de C'est pas vêtements. grave, sauf si vous vendez des vêtements. Voilà, pour les vendeurs de vêtements, ça c'est un problème. Par contre, ce qui va poser souci, c'est quand, d'une certaine manière, les ménages vont se sentir déclassés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir offrir à leurs enfants ce qui va leur permettre de faire partie de la société. Donc toutes les questions de dépenses symboliques, en fait, elles sont beaucoup liées aux des dépenses de comparaison, finalement. Côté retraite, comment les choses se passent-elles, Sandra Ouabian? Alors, côté retraite, les ménages sont très inquiets. Je ne sais pas si c'était ça votre question, mais ils sont de plus en plus inquiets. Il faut savoir que dans les débuts des années 90, la principale inquiétude sociale, c'est la pauvreté. Donc les Français nous disaient, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, la principale inquiétude, ce sont les retraites, le financement des retraites. Donc il y a vraiment eu une bascule qui est liée aussi au vieillissement de la population, qui, d'une certaine manière, pèse davantage, mais qui est aussi le fruit, finalement, d'inquiétudes par rapport à l'incertitude sur le régime des retraites. Et pour ceux qui sont déjà retraités, alors les pensions de base, elles ont été revalorisées. Il y a eu 1% de revalorisation en janvier, 4% en juillet. Est-ce perçu comme suffisant? J'imagine que non. Non, ça, effectivement, la réponse est dans la question. Mais peut-être que chez les retraités, ce qu'il faut distinguer, ce sont les retraités qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires. Donc la plupart des propriétaires, enfin la plupart des retraités sont propriétaires, 80%, mais chez les 20%. 80%, oui. Ah oui, en gros, la propriété aujourd'hui, c'est plus on est âgé, et plus on est riche, et plus on est propriétaire. Mais ça s'est beaucoup accentué dans le temps. C'est-à-dire que ça peut paraître évident, mais ce n'était pas autant le cas il y a 40 ans. Et aujourd'hui, les retraités qui sont vraiment le plus en difficulté, c'est les retraités locataires, donc qui n'ont pas réussi finalement à rentrer dans le train de la propriété, et qui sont le plus en difficulté, puisqu'ils peuvent habiter aussi un peu plus dans des zones rurales, donc il faut un peu plus se chauffer, il faut un peu plus se déplacer. Donc cette catégorie-là de public est vraiment en difficulté. Autre catégorie, les fonctionnaires, Sandra Ouabian. Alors les fonctionnaires, c'est quand même une très très grande catégorie. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a un sentiment de déclassement chez les fonctionnaires, d'écart à l'évolution des niveaux de vie, un sentiment aussi un petit peu de manque de valorisation peut-être. Et donc au total, il y a ce sentiment de restriction qui est assez prégnant chez les fonctionnaires. L'idée que les revenus n'évoluent pas. Et c'est vrai que le point d'indice n'a pas évolué pendant très longtemps et que là, il a fini par évoluer, mais d'une certaine manière, pas assez, puisque beaucoup moins que l'inflation. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc, cette inquiétude, elle est relativement générale. Elle va se propager au secteur donc du commerce, de la distribution, puisque on voit déjà donc des conséquences de ou bien cette diminution du pouvoir d'achat, ou bien j'imagine aussi une épargne de précaution. Alors l'épargne, là, elle a plutôt eu Pour ceux qui tendance... peuvent en faire, Voilà, évidemment. c'est ça. Donc l'épargne, en gros, l'épargne c'est très concentré chez les plus aisés. Donc ça a été amplifié pendant la période Covid. Et depuis, il y a plutôt eu une diminution. C'est-à-dire que les gens ont commencé à puiser un petit peu dans leur épargne, notamment pour se faire un peu plaisir cet été. Donc partir en vacances, s'offrir quelques sorties après les 2 ans de Covid. Mais cette question de l'épargne, en fait, elle concerne vraiment qu'une partie de la population. Et les classes moyennes inférieures et les bas revenus, eux, ont très très peu d'épargne. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes qu'on avait étudié il y a plusieurs années, la plupart, en fait, n'a pas 2000 € de côté sur lesquels il peut s'appuyer en cas de coup dur, ou même tout simplement quand la machine à laver tombe en panne ou qu'il y a besoin de réparer la voiture. Merci beaucoup, Sandra Ouabian. Je rappelle que vous êtes directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Merci à vous.